Je vais faire une courte introduction pour présenter la logique qui a amené Arte à travailler dans le jeu vidéo, à proposer des jeux vidéo. Et puis après, on va essayer de voir comment on construit ces jeux-là, ces jeux spécifiques, et comment on les produit et comment on essaie de les financer. Arte, vous connaissez la chaîne de télé, vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous les programmes d'Arte sur le numérique. Depuis plus de 10 ans, Arte propose des programmes spécifiques pour le numérique, puisque notre mission au sein d'Arte est de proposer de la création, de l'innovation, à la fois sur la chaîne de télévision, mais aussi sur tous les écrans connectés, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, tous les écrans que vous pouvez utiliser. Et depuis 10 ans, Arte propose justement de la narration adaptée à ces écrans, que ce soit du documentaire, de la fiction, du magazine. Donc ça a été au début de la narration interactive, de documentaire interactif qui utilise justement la possibilité de naviguer dans une narration audiovisuelle et de proposer justement différentes alternatives. Ensuite, nous avons développé des projets autour de la fiction, de la série, autour de programmes à destination des réseaux sociaux comme YouTube, comme Snapchat, comme Instagram. Tout ça pour se dire que sur ces plateformes-là numériques, on peut proposer un regard d'un auteur qui met en œuvre justement sa vision du monde dans une narration originale et adaptée aux différents usages. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en travaillant sur le documentaire interactif, sur la fiction interactive, sur le jeu documentaire, on était très proche finalement du jeu vidéo et qu'il y avait une logique à proposer finalement un vrai jeu vidéo, des vrais jeux vidéo, d'autant que les usages sont totalement cohérents avec le fait de proposer des jeux vidéo. Aujourd'hui, pour essayer d'aller assez rapidement sur la façon dont les personnes, les Français jouent aux jeux vidéo, le joueur de jeux vidéo standard n'est plus l'adolescent de 15 ans tout seul dans sa chambre. C'est en moyenne une personne qui a 40 ans. Donc les joueurs en moyenne en France ont 40 ans. La moitié des Français jouent aux jeux vidéo et pas uniquement une minorité, parce qu'on a tous un téléphone dans notre poche, on a tous quelques jeux vidéo finalement dans sa poche et on joue assez régulièrement aux jeux vidéo. Donc regardant cela, on s'est dit qu'il y avait un intérêt à s'adresser à ces publics-là, à leur proposer un point de vue finalement sur le monde à travers des propositions d'Arte. Donc notre rôle historique dans la création numérique nous a amené finalement à nous intéresser aux jeux vidéo, à proposer des jeux vidéo, mais pas n'importe lesquels, mais justement des jeux vidéo qui mettent en œuvre des points de vue d'auteurs, donc qui racontent le monde dans lequel on est, qui peuvent être finalement d'un point de vue très documentaire, un point de vue de fiction, et qui ont toujours un trait, un regard avec la culture. Donc ça peut être un jeu vidéo dans l'univers de Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein, Laurent Chicolat en parlera. Ça peut être un jeu vidéo qui parle du street art, qui nous permet de comprendre la logique du street art dans différentes villes, et c'est un jeu qui s'appelle Vandals. Ça peut être un jeu vidéo ou une fiction interactive sur les questions de migrants, et c'est un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour, qui est assez fort, puisque le point de vue de l'auteur est de dire que nous pouvons raconter à travers le jeu vidéo un point de vue sur le monde réel, un point de vue documentaire, mais les mécanismes du jeu vidéo peuvent nous permettre de nous y intéresser. Et ce qui nous intéresse aussi, nous, en tant que chaîne publique, associée au CNC, qui soutient aussi la production de jeux vidéo indépendants, c'est justement de soutenir cette création indépendante qui est assez forte en France, puisque le secteur du jeu vidéo est assez développé. Et ce que l'on voit dans le monde du jeu vidéo, c'est qu'il est très polarisé. De la même façon qu'au cinéma, on a quelques blockbusters de grosses compagnies qui vont truster les écrans et les sorties en salle. Dans le jeu vidéo, c'est de la même façon. On a quelques entreprises qui vont proposer des jeux vidéo mondialisés avec des succès importants. Mais en parallèle de ça, on a un ensemble, une multitude de producteurs indépendants qui produisent des jeux vidéo de grande qualité avec des regards français, des regards européens sur le monde à travers le jeu vidéo. Et de la même façon qu'Arte soutient le cinéma d'auteur français et européen, que Arte soutient la création documentaire ou la création de fiction française et européenne, sur le numérique, nous soutenons aussi cette création-là et nous pensons que sur le jeu vidéo, nous avons intérêt, associé encore une fois au CNC, à soutenir cette création-là puisque les auteurs et les producteurs de jeux vidéo sont de très grande qualité en France. Ils s'expatrient souvent à l'étranger, mais on a intérêt à mettre en avant ce savoir-faire français et ce point de vue aussi français sur ce sujet-là.
Et cela s'ajoute aussi au fait de justement aller à la rencontre de publics qui ne sont pas forcément des publics classiques d'Arte. Un exemple très rapide, quand on a lancé le jeu vidéo qui s'appelle Enterre-moi mon amour, il y a eu une vidéo sur la chaîne YouTube de Squeezie. Pour certains d'entre vous le connaissez peut-être, c'est un YouTuber spécialisé sur le jeu vidéo. Et il a passé en revue le jeu vidéo, il l'a trouvé intéressant. Je précise qu'il l'a fait naturellement, ça n'a pas été une opération de marketing, il l'a fait naturellement. Et il se trouve que la plupart des internautes qui ont commenté sa vidéo ne connaissaient pas vraiment la ligne éditoriale d'Arte, mais ils ont eu un premier contact avec ce que Arte peut proposer en termes de narration grâce à un jeu vidéo. Et c'est pour nous assez intéressant de pouvoir justement aller à la rencontre d'autres publics qui ne viennent pas forcément naturellement sur l'antenne. Donc, ce que l'on essaie de faire, c'est vraiment ça, trouver des narrations originales, adaptées au numérique et aller à la rencontre de publics différents et des publics qui vont aller petit à petit s'intéresser au sujet qu'Arte porte. Pour montrer en quelques secondes la richesse de ces jeux vidéo, on va présenter une bande-annonce et ensuite je donnerai la parole à nos différents intervenants. Merci. Alors voilà quelques exemples de jeux vidéo que nous avons coproduits et édités. On va essayer de voir là concrètement en quoi ça consiste d'écrire un jeu vidéo indépendant, quelle est la structure narrative et comment on le réalise. Laura Fournier, donc tu es chef de projet dans le jeu vidéo. Tu as travaillé notamment sur Homo Machina. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la création à proprement parler d'un jeu vidéo indépendant ? Bien sûr. Allô ? Oui. Oui. Donc bonjour à tous. Moi je suis producer. C'est un anglicisme vraiment qui désigne la fonction de chef de projet dans le jeu vidéo. Juste pour vous détailler un petit peu ce que moi je fais dans une production, la différence entre producteur en français et producer en anglais, c'est que dans le jeu vidéo, je suis en charge d'organiser le travail des équipes pour qu'on fabrique le jeu et qu'il corresponde à la vision créative qu'on a, que ça corresponde également au budget qui est dans le jeu indépendant souvent peu élevé et vraiment un enjeu de production et qui respecte aussi les délais qui sont impartis soit par le budget, soit par un éditeur. J'ai aussi une deuxième casquette qui est celle d'être dans l'équipe de programmation d'un festival de jeux indépendants qui s'appelle Indiecade et dont 2 éditions se déroulent en ce moment à Los Angeles et très bientôt à Paris. J'ai collaboré avec Darjeeling. Donc Darjeeling, c'est à la base une boîte de prod qui fait du jeu vidéo depuis quelques années maintenant. Leur premier jeu s'appelait Californium et est tourné autour de la vie et l'œuvre de l'auteur américain Philip K. Dick. Et moi, j'ai rejoint l'équipe de Darjeeling pour Homo Machina,
qui est sur la vie et surtout sur l'œuvre d'un médecin juif allemand qui, dans les années 20 à Berlin, voulait vulgariser la médecine en faisant des analogies avec des machines, avec des choses du quotidien qui parlaient aux Allemands de l'époque. Et pour ça, il faisait des comparatifs, par exemple, du fonctionnement de l'œil avec un appareil photo, simplifiant beaucoup le fonctionnement du corps humain. Et c'est là-dedans que nous avons fait ce jeu, dont j'espère qu'on peut voir un petit trailer. Donc, ce qui peut paraître surprenant dans ce type de trailer que vous avez vu, et surtout dans l'aspect qu'il a, dans la manière dont on a de le présenter, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut voir avant une séance de cinéma ou en 4x3 dans le métro, que sont l'équivalent des blockbusters pour le cinéma dans le jeu vidéo, que nous appelons AAA, qui sont des jeux à très grosse production, dont l'objectif du fait que ce soit souvent vendu entre 60 et 70 euros, d'aller vers du photoréalisme, d'aller vers une technicité profonde et qui est liée à une exigence des joueurs d'avoir quelque chose d'extrêmement beau au sens du photoréalisme, d'avoir quelque chose qui utilise au maximum les performances des consoles de dernière génération. Avec Homo Machina et avec les jeux plus généralement d'Arte, on s'inscrit plus dans une autre veine qui est celle du jeu vidéo indépendant. Le jeu vidéo indépendant, c'est pas nouveau, c'est une branche de cette industrie qui est née, je pense, dans les années 2000 à peu près, avec un boom dans les années 2008. Ça peut se comparer avec l'histoire du cinéma quand, dans le jeu vidéo, les outils de production sont devenus suffisamment simples pour être accessibles par le plus grand nombre. Il y a eu aussi le fait que, jusque-là, pour pouvoir vendre votre jeu, il vous fallait une copie physique, un CD et avant ça des cartouches. Produire des copies physiques des jeux, ça coûtait beaucoup d'argent. Et en 2000, on a commencé à avoir des magasins en ligne, j'essaie de limiter les anglicismes, les magasins en ligne plus Internet qui vous permettaient de télécharger directement depuis chez vous vos jeux. Et donc, ça a vraiment permis l'avènement d'une nouvelle branche de jeux qui était plus facile à télécharger, plus facile à utiliser, fait par des plus petites équipes avec des budgets plus simples. L'évolution, c'est qu'aujourd'hui, le jeu indé est quelque chose qui est arrivé à maturité. On a des créateurs qui font des jeux tout seuls, on a des créateurs qui font des jeux à 3, 4, 10. Le fait de travailler sur Internet permet à des équipes d'avoir des gens dans le monde entier. Et c'est donc je vous ai mis quelques exemples derrière. Je pense que certains ont joué, peut-être des choses qui vont vous rappeler des souvenirs. Différents types de rendus, puisque dans cette typologie-là de jeu, on n'a pas forcément les budgets pour aller creuser très loin dans de la 3D compliquée ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre petite équipe quand la force, c'est le puzzle, comme c'est dans Return of the Obra Dinn en haut à droite. Quand notre force, c'est notre goût pour les cartoons, comme Cuphead en haut à gauche, ou en bas à droite, Undertale, dont le but, c'est d'être gentil et de solutionner les situations de combat par la bienveillance et par l'amour de son prochain, quitte à prendre des coups pour ça. Donc du coup, Arte s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que la manière de faire des jeux d'Arte, c'est d'aller sélectionner des studios qui sont dans cette veine-là et dont chaque studio a un parti pris fort dans l'envie de montrer, l'envie de partager. Dans ces studios, par exemple, chez Darjeeling, sur Homo Machina, l'idée, c'était de plonger le joueur dans l'œuvre de Fritz Kahn et de le perdre dans la machine du corps humain. Et de dire que ça peut être suffisant pour proposer une expérience intéressante à un joueur qui va peut-être se mettre avec son enfant. Et ça correspond avec le public
d'Arte qui n'est pas forcément gamer, qui n'a pas forcément une console next generation, une console de nouvelle génération chez lui, et qui ne veut pas payer un jeu 70 € parce que ça nécessite de toucher 12 boutons et d'apprendre à se servir de deux joysticks pour gérer la caméra et les tirs. Là, on est dans des expériences de jeu qui se basent sur un touche, par exemple, ou sur une analogie avec quelque chose d'existant. Enterre-moi mon amour, dont a parlé Gilles, ressemble à votre messagerie. Donc, il n'y a quasiment pas de temps d'apprentissage de l'outil du médium. Et pareil sur un jeu qui s'appelle At Frequencies, dans lequel, une fois que vous avez appris les 3 mouvements nécessaires à faire marcher le jeu, c'est fini. Et ça, c'est une manière d'entrer dans le jeu qui permet d'éviter le blocage a priori de « je ne peux pas, je n'aurai pas les compétences techniques pour le faire ». Et je rejoins juste avec ce jeu en haut à gauche qui s'appelle Her Story, qui se joue uniquement en tapant des mots-clés dans une barre de recherche et en regardant les vidéos qui sortent à la suite de ces mots-clés. Donc je pense, et pour m'arrêter là, que la particularité de ces jeux, c'est qu'ils sont plus expérientiels que basés sur la performance, et que c'est un créneau aujourd'hui qui est porteur, et que c'est un créneau aujourd'hui dans lequel il y a beaucoup de créativité. Merci Laura. Du coup, là, on a vu quel type de jeu on peut proposer, donc des gameplays accessibles et un point de vue d'auteur assez fort. Laurent, chez Cola, producteur chez Label Games et organisateur d'Indicate Europe, va nous expliquer un peu comment on les produit, en quoi ça consiste de produire ce type de jeu avec Arte, avec le CNC. Bien, bonjour à tous. Comme dit Gilles, je suis cofondateur d'un studio qui s'appelle Label Games. Donc, au départ, pendant 7 ans, j'ai mené une autre vie qui était une vie de journaliste. Donc je suis ravi d'être à Média en scène justement pour parler de cette expérience-là. Et en fait, pour moi, produire des jeux, ça a été une espèce d'évidence, tant ce médium pouvait se marier avec des thématiques qui justement ne sont pas celles dont on a l'habitude de faire part pour un jeu vidéo et qui sont souvent reliées à du divertissement pur. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, est-ce qu'on peut partir de thématiques qui peuvent être sociétales, engagées, politiques, etc., et faire en sorte que ces jeux poussent d'une façon ou d'une autre le médium. Donc on est 3 cofondateurs de ce studio. Et on collabore, donc on est en coproduction avec Arte sur une adaptation de Frankenstein. Donc j'imagine que dans l'imaginaire, ce qu'on a en tête, c'est tout de suite le personnage en noir et blanc des années 30 du film, donc Boris Karloff. Et en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était pour le bicentenaire de la création de l'œuvre de Marie Shelley, c'était justement revenir aux sources et de montrer en quoi cette œuvre déjà est d'une richesse insoupçonnée, parce qu'encore une fois, c'est pas un summum du film d'horreur en fait à la base, c'est vraiment une œuvre avec des dimensions une dimension très romantique, une dimension profonde sur la nature humaine. Et on voulait aussi le raccrocher à une forme d'actualité en ayant en tête ce schéma qui est la figure de l'étranger et comment on réagit quand comment une créature est exclue de facto en fait. Donc comment on produit ce genre de jeu ? Très clairement, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des acteurs, alors que ce soit des acteurs privés ou publics, il y a vraiment une évolution du public qui fait que les joueurs sont partout en fait. Et ce qui fait qu'on peut aller chercher des joueurs qui ne sont pas forcément ceux qu'on décrivait tout à l'heure et qui ont l'habitude des manettes, etc., des consoles. Donc ça ouvre des champs de possibilités. Tout comme l'accès en fait aux technologies. On parlait tout à l'heure du téléchargement, des ventes dématérialisées, mais c'est vrai aussi du côté des développeurs, ce qui fait que en fait, il y a des outils qui sont relativement faciles d'accès, on va dire, qui font qu'on peut produire des jeux beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Et donc ce terreau-là, avec l'émergence de nouveaux acteurs qui, y compris économiques, qui sont prêts à investir dans
dans ce genre de production fait que on peut effectivement sortir des sentiers battus et de se dire il n'y a pas que les jeux, comme disait Laura tout à l'heure, AAA avec des budgets pharaoniques de plusieurs centaines de millions d'euros et qui visent un public massif qui peut exister dans cet écosystème. Et donc, c'est comme ça que Label, en tout cas, essaye de montrer que la créativité peut justement exister dans cet univers-là. Voilà. Et alors, ce type de production est une coproduction avec Arte, avec le CNC aussi. On a différentes façons de financer le jeu vidéo indépendant aujourd'hui, et notamment au niveau européen. Thierry Beaujard, je vais te laisser présenter justement quelles sont les initiatives européennes qui permettent de financer ce type de jeux vidéo indépendants. Merci et bonjour à tous. Donc nous, en fait, nous sommes un accélérateur de franco-allemand de jeux vidéo qu'on a créé il y a 3 ans. Donc nous, on est basé en Allemagne, mais on aide, on accompagne des équipes françaises et allemandes chaque année. Donc depuis 3 ans, nous, on en a 8 chaque année, donc 4 allemandes, 4 françaises à peu près chaque année. Et on a eu la chance d'accompagner plusieurs projets en coproduction avec Arte, donc Homo Machina, et puis Vectronome, vous avez vu aussi un petit bout tout à l'heure. Donc effectivement, nous ce qu'on essaye de faire, c'est aider ces projets à s'internationaliser, à trouver des financements internationaux, à travailler en coproduction et donc du coup avoir accès à d'autres marchés, avoir accès à d'autres financements, puisqu'effectivement, en particulier sur la France et l'Allemagne, il y a pas mal de financements publics aujourd'hui. Donc effectivement, le CNC en France, plusieurs régions en France, le crédit d'impôt. Mais en Allemagne, si on prend le même cas, donc c'est plutôt régionalisé, comme vous savez, en Allemagne. Donc les financements viennent de certaines régions. Mais depuis l'année dernière, donc Mme Merkel a lancé un fonds de 50 millions d'euros pour aider le jeu vidéo en Allemagne, qui a quelques difficultés pour se mettre en place, pour être honnête, mais qui va être mis en place avant la fin de l'année ou en début d'année prochaine, qui permet en fait, donc, si on met les deux pays ensemble, d'avoir accès à plus de 100 millions en fait, par an d'argent public en jeux vidéo. Donc ça commence à être des sommes assez importantes, surtout que dans les autres pays européens, aujourd'hui, c'est beaucoup plus limité. Donc la plupart des autres pays n'ont pas vraiment d'aide publique, ou très petite. Le seul pays, je dirais, enfin les deux seuls pays, si on en a un qui fait encore partie de l'Europe, la Grande-Bretagne, qui a aussi un crédit d'impôt. Et à partir de l'année prochaine, la Belgique va transformer un système qu'ils ont pour le cinéma, qui va fonctionner aussi pour le jeu vidéo, qui va donc, je pense, faire venir pas mal de sous là-dessus. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider ces studios à peut-être développer des projets plus ambitieux en coproduction. Sur l'exemple de Homo Machina, par exemple, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'effectivement, donc c'était sur un médecin allemand. Aujourd'hui, sur les ventes, il y a autant de ventes, si c'était un peu plus, en Allemagne qu'en France, sur Homo Machina. Donc c'est assez intéressant de voir que, à travers, on a fait un peu de marketing en Allemagne, etc., mais que ça aide bien sûr à toucher un pays important. Donc il y a plus de 100 millions de germanophones en Europe. Donc ça permet quand même de toucher pas mal de gens et d'avoir accès donc à d'autres marchés. Donc du financement et du marché, du marketing, c'est quand même assez important.